Bonsoir tout le monde, bien content d'être là. Philippe Hurtaud, responsable à la recherche au ce qu'on appelle le secteur de l'action sociopolitique de la PTS. Émilie l'a dit un peu tantôt, hein, on s'est donné comme défi, il y a quoi, quelques mois, un an, je ne sais plus trop, de venir voir le membership de la PTS pour faire de l'éducation politique, pour parler de privatisation, pour parler de l'état du réseau. Pas juste se fier, par exemple, à ce qu'on peut faire comme ce que nos élus font comme travail avec les médias, parler aux journalistes pour faire entendre un son de voix critique, mais venir voir directement les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent, pour échanger avec eux. Aujourd'hui, le plan, là, c'est assez simple. En fait, ce que je vous propose comme plan de soirée, c'est une présentation sur le projet de loi 15, ce qu'on appelle la réforme du B, mais vraiment sous l'angle de comment ça s'inscrit dans un processus de privatisation du réseau de la santé et des services sociaux au Québec. Donc, pas y aller, parce que ce projet de loi-là est, comment dire, ambitieux, ne serait-ce qu'avec le nombre d'articles qu'il y a dedans, mais se concentrer vraiment sur qu'est-ce qui ouvre la place au privé là-dedans. Donc, vraiment un angle d'analyse bien particulière là-dessus. Ce que je vous dirais aussi, c'est en cours de route, je vous invite vraiment, puis là, je vous invite à le faire là, autant que vous pouvez, prendre la parole, poser des questions, faire des commentaires en cours de route de présentation, pas attendre à la fin, pas parce que ce n'est pas intéressant de m'écouter, mais parce que je suis convaincu que ça va être encore plus intéressant si vous y allez de vos avis, vos impressions. Il y a des choses sûrement qu'on va avancer, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, amener des nuances, amener des questions de précision, des opinions, l'avis de votre mononcle un peu toto, n'importe quoi. Donc, allons-y là-dessus. Le privé, avant d'y aller, comme on dit, le but de la présentation, c'est pas justement de faire une espèce de formation technique sur ce qu'est le projet de loi 15, chacun de ses articles, puis là, y aller dans le détail de la mécanique parlementaire. Comme là, par exemple, on commence un processus parlementaire, ce qu'on appelle d'études article par article, de révision du projet de loi. Certains articles seront retirés, d'autres seront modifiés, d'autres seront gardés, à suivre là, pour l'état final des choses. Le but, c'est pas de là-dessus, c'est vraiment prendre un pas de recul puis essayer de resituer ce qui se passe au printemps passé, cet automne, dans une perspective plus longue. Avant d'aller sur ce qui est ici, on peut faire un petit pas de recul, se rappeler qu'au Québec, pas juste au Québec, mais parlons du Québec. Au Québec, il a existé dans l'opinion publique, dans la sphère politique québécoise, quelque chose comme un consensus assez fort, il n'y a pas si longtemps, 30-40 ans de ça, sur le fait que, fondamentalement, un réseau de santé, de services sociaux, devait être public, gratuit et universel. Donc, hein, un accès gratuit, universel à tout le monde, parce que, bon, nous sommes tous égaux devant la maladie et, voilà, il faut que les problèmes de santé soient pris en charge par tout le monde, indépendamment de leurs ressources économiques et des ressources financières de chacun. Un peu la même logique s'applique pour l'éducation, la même logique s'applique pour plein de choses, mais c'est bon. Il y avait un consensus assez fort, au point où, et ça c'est une anecdote, mais c'est quand même assez parlant, puis ça m'a marqué, je n'étais pas très vieux à l'époque, en 1995, en pleine campagne référendaire, je ne dis pas ça pour qu'on parte un débat là, sur la Constitution, ce n'est pas ça le but de la soirée, Lucien Bouchard, qui n'est pas l'homme politique reconnu comme étant le plus progressiste et pro-syndical de l'histoire du Québec, hein, c'est un gars qui vient du Parti conservateur canadien, il a été ministre sous Brian Mulroney dans les années 80, donc sa carrière, il a commencé quand même comme procureur patronal, en termes de négociation même, des fois avec des syndicats, donc pas un allié objectif là, du mouvement syndical et des causes progressistes. Lucien Bouchard, bref, tout homme de droite qu'il était, lui-même, en pleine période référendaire en 1995, essayait d'inciter les Québécois et les Québécoises à voter oui, évidemment, il était porte-parole du camp du oui, en disant « Nous devons faire l'indépendance pour protéger le réseau de santé québécois des influences du privé. » Il disait « On voit des processus de privatisation en cours dans l'Ouest canadien, en Ontario, le Québec doit devenir un pays pour se protéger de ça. » Là, je vous épargne, est-ce que Lucien était entièrement honnête dans ses intentions quand il disait ça? Là n'est pas la question. L'enjeu, c'est de voir, même un homme politique de droite, il y a de cela, une trentaine d'années, partait d'un acquis que dans l'opinion publique québécoise, il y a une force de l'opinion pro-public dans le monde de la santé, une force assez présente pour dire on peut même en faire un argument pour faire l'indépendance, en fait. Juste pour vous donner. Ça, c'est une trentaine d'années. Et là, on arrive, il y a à peu près un an,
le 3 octobre dernier, soirée électorale, où on voit quand même, puis je fais juste dire l'exemple de Lucien Bouchard, c'est une anecdote, on en peut en prendre n'importe quelle autre, là, pour montrer comment, 30 ans plus tard, cette fameuse opinion publique-là a bougé dans le temps. Et ça l'explique un peu beaucoup pourquoi on a des projets de loi 15 et une réforme du B en cours. C'est parce qu'essentiellement, comment dire, l'opinion publique qui était réfractaire à la place du privé en santé a beaucoup bougé dans les 30 dernières années, au point où, et là, c'est juste les résultats électoraux, là, 41 pour la CAQ, 15 pour à peu près tout le monde, bon, PQ, PLQ, Québec solidaire, 13 aux conservateurs du M, puis 1 à peu près à Bloc Pot là, et autres amis sympathiques comme ça. On montre ça, pourquoi? Parce qu'on voit à côté quelque chose comme 68 des gens qui sont allés voter le 3 octobre l'année passée ont voté pour un parti qui, d'une manière ou d'une autre, promettait d'étendre la place du privé en santé. Donc, on part d'un justement, le fameux constat où même un homme politique de droite pouvait dire ouvertement qu'il voulait défendre la place du public. À 30 ans plus tard, une espèce de normalisation de la place du privé. En pleine campagne électorale, le premier ministre nous a parlé qu'il voulait ouvrir des hôpitaux privés. Le Parti libéral voulait ouvrir les assurances duplicatives. Le Parti conservateur voulait essentiellement privatiser tout. Et ces gens-là, non pas qu'ils ont fait campagne uniquement là-dessus et que les gens ont voté pour eux uniquement pour la cause du privé, mais ça ne les a pas rebutés, ça ne les a pas réfrénés. Je me disais, on n'a pas beaucoup entendu les assureurs se prononcer. J'imagine que le fait que ça se privatise, ça tombe aussi dans leur cours. Ils doivent nous défrayer davantage. Oui, en fait, si je peux me permettre, là, on disait, dans le débat sur la privatisation, on n'a pas beaucoup entendu l'opinion des compagnies d'assurance qui ont, qui sont des intérêts dans ce monde-là. On n'a pas beaucoup entendu parce que ce sont des acteurs discrets. Les entreprises, là, vraiment une parenthèse, là, que pas vraiment, on sort un peu du sujet de la présentation, mais les entreprises ont des moyens d'influence que les groupes populaires comme un syndicat n'ont pas, au sens où eux, c'est surtout par lobbying qu'ils font leur affaire et qu'ils font leur travail d'influence auprès des élus. On n'a pas besoin de les entendre. Ils peuvent faire ça dans ce qu'on appelle les coulisses du pouvoir, là, finalement. Et parce que pour les assurances privées, c'est plutôt une aubaine, la privatisation, parce qu'effectivement, ça augmente le marché qui est sous leur juridiction, essentiellement. Plus qu'il y a du service qui est donné par des entreprises privées, plus que les compagnies d'assurance peuvent développer des offres de produits assurantiels détaillés, étendus. Et on fait plus de réclamations aussi. Vous faites plus de réclamations, mais on est beaucoup plus de gens qui cotisent pour un plus grand nombre de paniers de services. Donc, à la fin, en fait, on augmente leur chiffre d'affaires. Et plus qu'ils font leur chiffre d'affaires sur chaque tête de pipe, plus qu'on met plus qu'on met de gens dans le panier, plus qu'ils réussissent à faire de l'argent sur chacun de nous autres. J'ai l'impression que j'ai jamais fait autant de réclamations. Eux, ça ne doit pas faire tout le temps leur affaire. Je rappellerai, hein, une réclamation cache toujours un taux de profit pour la compagnie d'assurance. C'est pas gratuit, cette affaire-là. On les paye pour qu'ils nous assurent. Après ça, individuellement, il y en a qui en ont un peu plus pour l'argent que d'autres en fonction des réclamations qu'on fait. Mais à la fin du processus, je peux vous assurer que les compagnies d'assurance rentrent dans leur argent. Ce n'est pas un problème pour eux. Ça participe de leur stratégie d'affaires, essentiellement. Donc, une opinion publique, disons, pro-privé qui s'est développée. Et là, si on passe à la prochaine diapo, ça serait intéressant, juste pour donner une idée, on a réalisé certains sondages d'opinion dans les dernières années à la PTS pour essayer de comprendre ce qui se passait, au sens où, syndicalement, on fait bien, par exemple, faire ce qu'on fait ce soir, une assemblée qui dit le privé en santé, c'est pas bon, le public, c'est mieux. Puis on peut, Robert, il faut aller dans les médias pour dire ça, tout allait bien. Mais on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne collait plus dans le poil, comme si essentiellement plus personne nous écoutait, pour le dire comme ça. Et quand on fait un sondage d'opinion, on se rend compte qu'effectivement, la côte est assez abrupte. 47 des gens considèrent positivement l'apport du secteur privé en santé, qui est une quantité, quand même, à peu près une personne sur deux. Un peu moins de 30 des gens, là, vraiment, si on leur donnait le choix, vous pouvez aller soit au public, soit au privé, ça ne vous coûte rien, puis tout va bien aller.
il y en a à peu près juste 30 qui disent on va choisir spontanément d'aller au public par principe. Donc, des gens qui adhèrent vraiment là, par une forte adhésion de principe au caractère public du réseau. Dans un contexte où le 2/3 des gens, puis on pourrait dire, ça c'est un sondage qui date d'à peu près 2 ans, si on le refaisait aujourd'hui, je suis convaincu que ça monterait encore plus haut en termes de résultats, des gens qui considèrent que le réseau, finalement, va plutôt pas bien. Donc, les gens, ça, nous, on le dit souvent, que le réseau ne va pas bien à force de sous-financement, à force de réforme, à force de ça détériore les conditions de travail, ça détériore la qualité des services, ça détériore l'accès. Bien, la population, les gens ne sont pas de nono à temps plein, ils s'en rendent bien compte, puis ils voient que le réseau ne va pas bien. Mais en même temps, et ça, paradoxalement, puis c'est ça qui est important, je pense, à saisir, à peu près 60 du monde disent, bien, dans un monde idéal, on aimerait ça que ça soit 100 public. Et là, il y a vraiment une espèce de clivage entre, d'un côté, encore à ce jour, une opinion majoritaire en faveur, sur le principe, en faveur que le réseau doit être public, mais en même temps, une espèce de démission qui dit, bien, un peu ce que Mme disait, hein, on fait tout plus de réclamations à chaque année, d'une fois en fois, pour avoir accès aux services qu'on a besoin au moment qu'on en a besoin. On est de plus en plus forcé d'aller au privé par défaut. Et ça, les gens s'en rendent bien compte. Et donc, quand nous, on dit que le privé, c'est pas bon, on va revenir tantôt, il y a plein de raisons pour être contre le privé en santé, mais en même temps, c'est aussi souvent la seule réelle porte d'accès pour avoir des services quand on en a besoin et non pas être sur une liste d'attente éternelle, puis là, bon, etc. Donc là, on est vraiment dans une espèce de situation et je pense que le plan Dubé tombe à point là-dessus en termes de conjoncture politique, parce que si nous, on commande des sondages, le gouvernement en commande 8000 fois plus, et donc une capacité à comprendre l'opinion publique de manière excessivement précise. Bien, ils sont capables de voir que si on propose la privatisation du réseau, même si spontanément les gens ne sont pas d'accord avec nous, ils vont être d'accord pareil parce qu'ils ont, entre guillemets, perdu l'espoir que le réseau public se réforme de lui-même, essentiellement, et face à rien, finalement, aller au privé, c'est toujours mieux. En tout cas, l'exemple que je dis ici souvent, c'est l'hiver passé, ma mère, qui est une militante syndicale à la retraite, là, tout ce qu'il y a de plus là, gauchiste fini, puis bon, elle m'a bien élevé et tout. Elle avait des problèmes de cataracte. Elle a fini par aller à la clinique privée, se faire sa chirurgie de la cataracte, pour la seule et bonne raison qu'elle était tannée de ne pas voir. Puis si elle voulait finir par voir de quoi, il fallait qu'elle aille à la clinique privée pour se faire opérer. Elle était en tabarnak, là, je vais le dire, pas désolé, était très fâchée, était pas contente du tout, mais elle dit, bien, j'ai pas le choix. Il y a une limite à ce que je peux sacrifier de ma santé puis de ce qui me reste d'années de bonne vie de qualité pour le principe que je n'irai pas à la clinique privée pour me faire faire une chirurgie. Bref, ça, c'est un exemple. Mais ça je prends l'exemple de ma mère, c'est un peu... mais c'est assez caractéristique de l'état de l'opinion quand on parle de santé et de services sociaux au Québec. Alors maintenant, ça, c'est juste pour mettre la table, et c'est dans ce contexte-là, donc, que le plan santé, hein, vous savez, ça fait à peu près 1 an de ça, que ça nous a été annoncé au printemps 2022, un peu plus qu'1 an, donc, hein, la volonté gouvernementale de réformer le réseau, c'est bon, Christian Dubé qui nous a annoncé ça dans une conférence de presse. À ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de détails sur ce que ça allait être. Ça s'est précisé en cours pendant les élections, et là, ça s'est encore plus précisé avec, évidemment, le dépôt du projet de loi 15. Essentiellement, et ça, le fameux plan santé repose sur certains piliers, 4 piliers qui sont fondamentaux, les enjeux de gouvernance, les enjeux de financement, les enjeux d'innovation, puis les enjeux de ressources humaines. Et tous ces enjeux-là sont, d'une manière ou d'une autre, traités par le projet de loi 15. Et il nous donne une lorgnette intéressante. Et tous ces piliers-là aussi partagent tous la même caractéristique. Ils permettent une expansion de la participation du secteur privé dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, je vais prendre un peu de temps pour vous les détailler, les 4, en commençant par celui sur la gouvernance à la prochaine diapo. Ce que vous voyez ici, c'est l'organigramme proposé pour la fondation de l'Agence Santé Québec. Le cœur du projet de loi 15, c'est retirer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux des bureaux du ministère, finalement,
pour confier la gestion opérationnelle, là, quotidienne, la gestion du réseau, à une agence parapublique autonome. L'organigramme, bon, rendu là, on s'en fout un peu. On pourrait se poser la question, mais pourquoi le gouvernement fait ça? C'est quoi la motivation profonde, encore là, sans aller dans le détail de comment c'est marqué dans le projet de loi? Pourquoi le gouvernement, et surtout que, parenthèse, s'il y a création d'une agence pour gérer l'opérationnalisation du réseau de la santé dans le projet de loi 15, il se passe exactement la même chose en ce moment même dans le réseau de l'éducation et même dans la gestion de la planification du transport avec une agence qui retirerait surtout la planification du transport collectif de la responsabilité du ministère des Transports. Pourquoi le gouvernement veut, comme ça, créer des agences externes qui sont, et ça c'est encore assez paradoxal, qui ont à peu près les mêmes attributs que le ministère avait comme capacité à gérer? Et encore là, c'est fascinant, le personnel de l'Agence Santé Québec, beaucoup du personnel qui va constituer l'Agence Santé Québec, c'est juste des gens qui vont sortir du ministère puis qui vont passer à l'agence. Fait que pourquoi faire ce changement de structure-là? Il doit bien avoir une raison, c'est pas juste pour le plaisir. Donc, la question, c'est, puis ça peut donner une bonne indication sur pourquoi ils le font, c'est pourquoi faire cette réforme de structure-là si à la fin, parce que on peut trouver que le réseau ne fonctionne pas super bien, mais la gestion opérationnelle se passait. Là, les gens au ministère géraient le réseau. Il y avait pas, ça marchait peut-être pas idéalement, mais ça marchait. Pourquoi donc le faire? On peut identifier essentiellement 3 raisons, fondamentalement. Là, et c'est pour ça qu'on dit, instaurer une culture entrepreneuriale. Le ministre a été d'une clarté limpide là-dessus. Il dit, je veux confier la gestion de ma future agence à ce qu'il appelle lui-même des Top Guns du privé. Qu'est-ce qu'un Top Gun du privé? C'est pas Tom Cruise dans un avion, c'est pas de ça dont il est question. Je suis allé voir le dernier Mission Impossible, Tom Cruise court énormément dans ses films, c'est toujours vrai. Pourquoi, là je me suis perdu dans mes propres idées, pourquoi donc engager des Top Guns? Le ministre le dit, je veux changer la culture organisationnelle de gestion. C'est quoi un Top Gun du privé? Définissons les caractéristiques d'un Top Gun du privé ou définissons son parcours en comparaison avec un fonctionnaire, par exemple, qui a un parcours au sein de la fonction publique. Un fonctionnaire qui a son parcours au sein de la fonction publique est habitué de travailler selon des règles, selon des lois et selon un certain devoir de loyauté et de fidélité envers la population québécoise. Ça, c'est le parcours d'un fonctionnaire. Le parcours d'un Top Gun du privé, c'est quelqu'un qui, a fait ses études dans une école de gestion quelconque, a travaillé dans le secteur privé essentiellement, et là, ce qui est ciblé par le ministre, c'est des gens qui ont travaillé dans des multinationales et qui ont été habitués de gérer des grandes entreprises et leur mode de fonctionnement avec le mode de fonctionnement fondamental d'une multinationale, c'est la reddition de comptes envers les actionnaires. C'est ça la règle d'or, il faut toujours suivre les directives de nos actionnaires et voir à leur satisfaction. Et ça, en termes de quand on passe de la loyauté envers la population en la satisfaction envers les actionnaires, on change le registre de l'entreprise, on change sa culture et on instaure une culture typique des entreprises. Quand on parle de privatisation, souvent, le réflexe qu'on a, c'est de réfléchir en termes, une privatisation, c'est quoi? C'est, je ne sais pas moi, il y a une école, on vend l'école à une entreprise privée, on a privatisé l'école. C'était, la bâtisse appartenait au public, là, elle appartenait à Jean-Jacques, mettons, peu importe. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une privatisation externe. J'ai réellement vendu un de mes actifs, puis je m'en suis départi. Il existe aussi ce qu'on appelle la privatisation interne, c'est-à-dire le service demeure public, la propriété de l'établissement, du service, de ce qui se passe, reste sous la responsabilité du public, mais on utilise les modes de gestion et d'administration du secteur privé à l'intérieur du réseau public. La réforme de gouvernance de l'Agence Santé Québec participe de ça. Donc, pas une privatisation à proprement parler, mais une privatisation des dynamiques et de la culture interne. Donc, une première raison. Une deuxième raison, qui est aussi importante et qui découle un peu de ça, c'est évidemment une transformation fondamentale des contraintes internes au ministère de la Santé et des Services sociaux. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, non seulement les fonctionnaires qui y travaillent avaient un certain devoir de loyauté envers la population qui leur permettait, à certains moments, et ça c'est toujours fascinant dans l'histoire du Québec, on l'oublie, mais il y a des fonctionnaires qui ont réussi à bloquer des projets gouvernementaux
de l'intérieur de la machine gouvernementale. Ça ne se passe pas assez souvent à mon goût, mais des fois ça se passe et c'est toujours beau à observer. Quand tu fais une agence externe qui, les gens vont perdre une protection fondamentale en passant de l'autre bord, c'est leur protection syndicale et leur convention collective. Leur capacité à opérationnaliser leur loyauté envers la population québécoise s'appuyait sur leur convention collective et leur protection syndicale. Une agence externe, comme par magie, peut faire disparaître ça et créer donc une toute nouvelle structure, une toute nouvelle culture d'entreprise, avec des employés qui répondent à différents impératifs. Dans ce cas-ci, une loyauté envers le PDG et non plus envers la population. Donc, deuxième raison que j'ai dit. Et la dernière raison, pourquoi on crée Agence Santé Québec, là, c'est vraiment plus, disons, politique au sens là, un peu plate et petit du terme. Là. Mais évidemment, tu sais, Gaétan Barrette avait beaucoup de défauts, quelques qualités. Il y avait une chose de le fun avec Gaétan Barrette quand même, quand on y pense, c'était que on a beaucoup critiqué la surcentralisation de la réforme Barrette, du projet de loi 10 à l'époque, à juste titre et tout. Mais il y avait une chose qui était intéressante là-dedans, c'est qu'au moins, à la fin, pour la population pouvait rendre responsable le ministre de ce qui se passait dans le réseau et pouvait exprimer son insatisfaction envers le ministre. Puis à la fin, ça s'exprime bien, là, aux élections, évidemment, là, mais même dans le quotidien, le débat public, etc., etc. En créant l'agence, puis ça, Gaétan Barrette, vu que sa personnalité, c'est un gars qui était un contrôle freak centralisateur, il vivait bien avec ça, puis ça faisait vraiment son bonheur. Une personne politique normalement constituée ne pense pas toujours en ces termes-là, parce que se mettre toujours à l'avant-scène de chaque décision et assumer la responsabilité, c'est le fun quand tu as un ego surdimensionné comme Gaétan. Christian est un garçon un peu plus... Bien, il a un gros ego lui aussi, ceci dit, là, mais est un garçon un peu plus fin et un peu plus intelligent. Il comprend bien qu'avoir un buffer entre lui et l'insatisfaction, ça a son utilité politique dans la vie. C'est-à-dire, un moment donné, s'il se passe quelque chose de pas bien dans le réseau, il y a quelqu'un quelque part qui va perdre sa job avant lui, ça va être le PDG de l'agence ou un des PDG là, des agences régionales, là, quand on aura une idée un peu plus claire là, de ce qui PDG, directeur des agences régionales, quand on a une idée un peu plus claire de ce qui se passera. Donc, il y a vraiment aussi de la petite politique là, quotidienne, pour dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant. Et je pense que Gaétan Barrette, là-dessus, avait peut-être un peu exagéré la centralisation, en tout cas, par rapport aux impératifs de ses successeurs. Ça semble assez évident. Donc, premier chantier sur la gouvernance. Deuxième chantier, à la prochaine diapo, c'est sur le financement. L'image que vous voyez là, portez-y pas trop attention, c'est juste une facture d'un hôpital quelconque aux États-Unis, juste pour le plaisir de voir ça. La réforme du financement inscrite dans le projet de loi est encore là très simple. C'est ce qu'on appelle le financement à l'activité. Le financement à l'activité, ça ne vient pas avec le projet de loi 15, ça a été instauré sous les libéraux de Philippe Couillard en 2016 à peu près, là, les premiers projets pilotes, 2015-2016. Et en fait, ce que le projet de loi 15 vient faire, c'est vient officialiser la généralisation d'un nouveau mode de financement des établissements. Donc, il ne crée pas quelque chose de neuf, mais il vient généraliser des choses. Qu'est-ce que le financement entrepreneurial, le financement à l'activité? Créant encore là une position un peu binaire, mais ça va aider à comprendre. Historiquement, les établissements de santé au Québec avaient ce qu'on appelait un financement historique, un financement basé sur des besoins populationnels. Et là, financement qui fonctionnait de plein de façons, qui était imparfait, qui était insuffisant, mais qui avait quand même certains avantages, comme par exemple la modulation du financement des établissements en fonction de la réalité sociodémographique des différentes populations. Pour le dire un peu bêtement, un hôpital dans le sud-ouest n'a pas les mêmes besoins qu'un hôpital dans Westmount pour la seule et bonne raison que ce n'est pas la même population. Ce n'est pas le même monde, puis ils n'ont pas les mêmes problèmes de maladie. Ils n'ont pas les mêmes maladies, puis ils n'ont pas les mêmes problèmes de santé. Donc, on module le financement de l'établissement en fonction de ce qu'elle a réellement de besoin pour remplir ses responsabilités populationnelles. Ça, c'est, encore là, très schématiquement, le financement historique, le financement populationnel. Le financement à l'activité, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette idée-là, il la met littéralement à la poubelle et il crée un mode de financement entrepreneurial au sens où le financement de l'activité va juste venir le financement des établissements va uniquement découler des activités qui se déroulent dans une logique de facturation. Donc, les établissements n'auront pas de budget en début d'année qui vont pouvoir planifier leur activité
pour répondre aux besoins populationnels des différentes communautés sur leur juridiction ou sur leur responsabilité. Ils vont, a posteriori, se financer en fonction du niveau d'activité, comme dans une entreprise, finalement. Et donc, finalement, un établissement qui a un niveau d'activité plus élevé sera récompensé en termes de financement versus un établissement qui a un niveau d'activité plus bas, sans considération pour les réels besoins ou la réelle pratique, là, disons, de santé ou donc sanitaire qui en découle. Donc, c'est vraiment, si l'Agence Santé Québec instaure une gouvernance ou veut instaurer une culture de gouvernance entrepreneuriale, le financement à l'activité instaure un mode de financement entrepreneurial. Et là, évidemment, quand on comprend le lien entre ces deux choses-là, les gens en haut vont gérer la shop de Santé Québec comme une entreprise et les établissements qui vont être des filiales de Santé Québec, essentiellement, vont facturer à leur maison mère pour avoir accès à leur financement. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est comment va être financé tout ce qui a trait à la prévention de la santé? La question, c'est comment va être financé ce qui a trait à la prévention de la santé, c'est le grand problème. La vraie vérité, là, ce genre de modèle-là ne l'intègre pas. Bien, tu vas... Bien, peut pas l'intégrer de manière préventive. Donc, on ne peut pas intégrer de manière préventive un problème, parce qu'on peut juste, il y a quelque chose de très hospitalocentriste là, dans cette approche-là. On comprend tout le monde que je me pète une jambe, guérir ma jambe, je ne sais pas moi, ça vaut 3 000 $, 15 000 $, je ne sais pas trop quoi. L'établissement va facturer à l'Agence Santé Québec. On comprend que ça peut marcher, admettons, mais effectivement, ça, c'est un peu, on fait abstraction du fait que les établissements de santé ne font pas juste traiter des problèmes a posteriori, ils essaient aussi de les empêcher a priori. En tout cas, idéalement, ils essaieraient de les empêcher a priori. Ça, le financement à l'activité est assez aveugle pour ce genre de choses-là. Oui? Oui, vas-y. Non, bien, ce que je trouve terrible là-dedans, c'est le fait que, en fait, ça va placer les établissements en compétition parce qu'ils sont financés par nombre de clients, par activité, donc on va vouloir avoir plus de clientèle, on va mettre de la pression sur l'employé pour produire plus. Après ça, ils vont avoir des campagnes de publicité, bien dans votre capital, au lieu d'être dans l'autre à côté, ça n'a pas de sens. Je trouve que ça, c'est un gros effet pervers. Ce qui a été dit, un effet pervers là, du financement, c'est effectivement ça met les établissements en concurrence parce qu'il va falloir attirer, un peu comme les universités, hein, on change de sujet. Les universités au Québec sont financées par tête de pipe dans leur capacité ils ont du financement public, mais en fonction de leur capacité à attirer des étudiants. Donc, à place de se concentrer sur ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire des programmes pédagogiques quelconques, ils font des campagnes de pub dans les métros pour s'attirer puis se grappiller entre eux de la clientèle étudiante. Les établissements de santé seraient évidemment soumis à ce genre de pression-là, mais plus encore, un gestionnaire fin finaux va être capable de dégager des marges de profit de ces opérations. Et un gestionnaire qui va vouloir monter dans sa hiérarchie, et ça, il y en a, il va être capable de justifier ses propres ambitions personnelles, là, j'entends, là, de carrière, en disant, mais regardez, comment j'ai réussi... reprenons l'exemple de ma jambe fracturée. Admettons qu'une bonne vieille fracture, ça compte là, dans le financement. Parce que le financement, tu sais comment ça fonctionne, c'est que tu prends un acte médical quelconque, tu lui donnes un code, le code est associé à une valeur monétaire. Bon, c'est ça. Puis là, la valeur monétaire, tu envoies ta liste de codes à Santé Québec, puis Santé Québec envoie un chèque qui correspond à la valeur monétaire des codes que tu as fait parvenir. Évidemment, si ma jambe, elle coûte, prenons 3 000 $, peu importe, mais que mon gestionnaire est capable de faire en sorte que ça coûte 2 955, il sera récompensé parce qu'il aura dégagé une marge de profit. Et non seulement les établissements vont être mis en concurrence, mais ils vont pouvoir être mis en concurrence sur laquelle qui est capable de dégager des marges et qui n'est pas capable de dégager des marges. Je vais donner un exemple. Les CPE, il y a quelques années, le gouvernement libéral à l'époque avait voulu faire une réforme qui ressemblait un peu à ça. Ils n'ont pas réussi, ça n'a pas passé. Mais ça ressemblait à ça dans l'esprit, puis il y avait une récompense puis une punition. La récompense était très simple, c'est on va financer les CPE en fonction de leur classement de performance. Le tiers plus performant va recevoir un bonus, pas une récompense d'être performant. Le tiers du milieu va recevoir son financement de base, puis le dernier tiers va être pénalisé dans son financement pour l'inciter à mieux faire. En fait, il allait financer le bonus du tiers le plus performant. Et évidemment, ça n'a pas passé parce que c'était un peu débile comme idée, mais évidemment, même chose, comment dire, un CPE à 5 fois
aurait certainement été plus performant qu'un CPE dans Limoilou. Ou un CPE à Westmount va être plus performant qu'un CPE à Hochelaga, parce qu'encore là, il ne donne pas le même service au même monde de la même façon, il n'y a pas besoin aux mêmes contraintes. Le financement à l'activité, malheureusement, introduit ce genre de logique-là. Troisième grand chantier, désolé, du projet de loi, c'est ce qu'on appelle la synergie publique-privée. Essentiellement, là, ce que ça veut dire, puis là, je vais très rapidement parce que le temps file, c'est utiliser, et là, je le dis textuellement, là, de mémoire, mais à peu près textuellement, utiliser la place du secteur privé dans le réseau pour forcer des innovations du côté du public. Parce que, tu sais, nous, entre nous, comme ça, on pourrait dire « Hey, on voudrait faire de l'innovation, des nouvelles pratiques plus innovantes, puis performantes et tout. » Ah, parfait, merveilleux. Organisons une assemblée comme ce soir, prenons les bonnes idées, confions ça à quelqu'un qui fait un rapport, puis let's go, appliquons ça, tu sais. Ce n'est pas exactement le chemin de l'innovation qui est retenu cette fois-ci. C'est vraiment dire, puisque il y a un préjugé favorable qui part du principe que le privé est plus efficace, c'est-à-dire mais comment on peut utiliser ce modèle-là pour forcer des modifications au sein du public, d'où l'idée d'avoir les fameux Top Gun qui gèrent ça d'en haut et un mode de financement adapté au scénario privé. Donc, je passe très rapidement, mais c'est vraiment ça, il faut le lire. Là, depuis un an, c'est la même chose. Là. Ils n'ont pas varié d'une seule scène là-dessus. Dès qu'il y a question d'innovation, de nouvelles pratiques, il n'est jamais question de vous asseoir dans une salle et de demander ce que vous en pensez. Admettons, là, on aurait pu naïvement penser que ça peut être ça l'innovation aussi, mais pas cette fois-ci. Pour la question du plan de rétention, bien, c'est pas une bonne nouvelle, ce que je vais vous dire là, mais j'ai rien de plus intelligent à vous montrer les offres salariales du gouvernement présentement dans le cadre des négociations en cours. Si ce qui est sur la table actuellement devenait le contrat de travail applicable pour les prochaines années, à la fin du processus, en 2027, votre pouvoir d'achat aurait reculé de 7,6 %. C'est tout. Fait que j'ai pas de meilleur... Pour votre question, est-ce qu'il y a un plan de rétention? J'en connais pas personnellement. En tout cas, s'il y en a, l'offre patronale qui est sur la table rentre en compte, parce que, tu sais, il y en a, je fais des blagues, là. Dans les budgets des dernières années, il y a eu, par exemple, des choses sur faire des bourses d'études pour inciter le monde à aller dans certains domaines. C'est pas des folles idées dans l'absolu, là, cibler des domaines vraiment qui ont des grands problèmes de rareté de main-d'œuvre, mettre des bourses spéciales pour inciter les gens à y aller. On ne va pas être contre ça, c'est bien correct. Mais évidemment, tant aussi longtemps que le gouvernement se targue, hein, le but du réseau, un des buts affirmés de la réforme, c'est faire du réseau un employeur de choix. Bien, malheureusement, il y a quelqu'un au ministère des Finances qui n'a pas parlé avec quelqu'un au Conseil du Trésor parce qu'il y a quelque chose qui ne se tient pas. Puis là, comment faire tenir ça? L'affirmation que le réseau doit être un employeur de choix avec les offres patronales, je le dis souvent à la blague, mais il faut faire une bonne dose de drogue dure là, pour être capable de faire tenir ça dans une manière cohérente. Là, un amateur des drogues dures en arrière. Alors, voilà ça pour le plan santé. Les 4 grands... Puis là, ce que vous voyez ici, c'est ça qui est intéressant. Hein? Les flèches que vous voyez là, c'est les grandes réformes du réseau de la santé des dernières années. 96, 2003, 2004. 96, on revient avec notre ami Lucien de tantôt. Hein? C'est pour ça que ce n'est pas innocent. Quand il devient premier ministre, Lucien Bouchard, sa priorité politique, c'est ce qu'on appelait le déficit zéro à l'époque. La lutte du déficit, bon, et tout ça. Le déficit zéro a effectivement été atteint sous le gouvernement Bouchard, mais au prix de fermeture d'hôpitaux, de départ massif à la retraite, puis de ce qu'on appelait le village ambulatoire, la désinstitutionnalisation. Essentiellement, une première grande période d'austérité budgétaire dans les services publics québécois. Lucien Bouchard n'a pas privatisé le réseau de la santé. Mais il y a ce qu'on a... Je disais tantôt, il existe la privatisation externe, hein, quand on vend un actif, la privatisation interne, quand on adopte les pratiques du privé à l'interne. Lucien Bouchard a inventé une autre forme de privatisation, qu'on pourrait dire, c'est la privatisation par le vide. Bien, si tu enlèves des services, le besoin, lui, il ne disparaît pas. Fait qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui va s'organiser pour combler le besoin, mais ce ne sera plus un service public. Ça va être des gens qu'il faut faire des réclamations quand on va les voir, si on a la chance d'être assuré. Donc, premier moment de privatisation. Deuxième moment de privatisation, en 2003, sous la réforme, c'est ce qui a créé les C3S, finalement, la loi 30 à l'époque, vraiment la création des C3S.
la création des C3S pour implanter ce qu'on appelait justement, parce qu'on appelle la méthode Lean et les autres réformes managériales inspirées de la nouvelle gestion publique qu'on parlait un peu plus tôt, donc la mode de gestion typique du secteur privé qu'on veut implanter au public. La méthode Lean, c'était vraiment la plus emblématique de ça, avec les chronomètres pour calculer les pas faits par les gens, la durée des trucs, probablement une logique de rationalisation. C'est quelque chose qui, au départ, a été réfléchi sur une chaîne de montage automobile, là, cette méthode-là. Là. Donc, effectivement, tu peux chronométrer, ça prend combien de temps mettre un pneu, installer une porte, puis là, tu peux rationaliser ta production. C'est plus compliqué de rationaliser un rapport de soins, disons ça comme ça. Les CHUM, bien, ici on connaît à Montréal, hein, CHUM, CUSUM, ce sont encore des PPP. Ces bâtisses-là sont des occasions de profit encore à ce jour pour des entreprises privées, sont la propriété d'une entreprise. Et, comme je disais tantôt, la première, là c'est plus vers 2007, là, mais vraiment l'explosion faramineuse de la rémunération médicale comme entrepreneur privé. Hein. Il faut se rappeler, quand vous croisez un médecin dans un hôpital, naïvement, on pense croiser un professionnel de la santé, c'est un numéro d'entreprise. C'est d'abord et avant tout une personne qui est un numéro d'entreprise et qui, par sa rémunération, fait augmenter la part du privé. Vous savez, il existe aujourd'hui au Québec des entreprises dont la spécialisation, le service offert, c'est un service d'aide aux médecins pour optimiser leur facturation. Hein, le fameux financement à l'activité, il y a des gens dont le travail à temps plein, c'est juste dire aux médecins, bien, hey, tu as coté ton affaire de même, cote les dons différemment pour optimiser ton processus de facturation, donc ce qui se passe chez les médecins, genre d'agence qui pourrait même peut-être venir éventuellement aider vos gestionnaires à optimiser aussi leur processus de facturation pour leur processus de code. Deuxième moment de privatisation. Troisième moment, la réforme Barrette, là, la plus proche de nous, celle qu'on se rappelle bien, la création des CIS, les CIUS, l'abandon à peu près complet des CLSC au profit des GMF, le début du financement à l'activité dont je parlais tantôt, et aussi, bon, vraiment là, un recul drastique sur la partie, l'aspect démocratique du réseau, là, la place soit des employés, soit des usagers dans l'administration, puis bon, du réseau. Et aujourd'hui, la réforme serait la quatrième flèche là, qui devrait être là pour la réforme en cours. Et quand on dit que c'est des avancées de privatisation, juste pour vous montrer, au début de ce processus-là, vers la fin des années 80, à peu près 17 % des dépenses de santé au Québec, c'était des dépenses qui s'opéraient au secteur privé. Fait que, ça n'a jamais existé au Québec un réseau 100 % public, là. Ça n'a jamais pleinement existé. Il y a toujours eu du privé. À la fin des années 80, on était à peu près à 17 %. La part de terre du privé dans l'ensemble, c'était 17 %. Aujourd'hui, on est rendu à peu près à 30 %. Ça fluctue avec les années. La pandémie a fait fluctuer ça, mais c'est à peu près stable à 30 %. Un peu la même chose, à la fin des années 80, environ 40 % des gens qui travaillaient dans le secteur d'activité économique de la santé, donc pas nécessairement dans le réseau, mais dans le secteur d'activité économique de la santé, comme il y a le secteur de la construction, puis bon, etc., 40 % des gens avaient comme employeur une entreprise privée. Aujourd'hui, c'est 52-55 % des gens qui ont déjà... Par exemple, vous, comme employé du réseau, vous êtes déjà aujourd'hui minoritaire pour avoir comme employeur l'État, finalement. La majorité des gens qui travaillent dans le secteur d'activité économique de la santé ont comme employeur une entreprise privée. Donc, on voit, parce que souvent, on parle beaucoup de privatisation depuis 30-40 ans, mais on a de la misère des fois à le voir concrètement. Bien, on voit dans les statistiques qu'il y a une explosion assez importante de la place du privé. Oui. En quoi traiter les chiffres va rendre le réseau plus performant concrètement? Si on aide nos gestionnaires à dire, ben, demande à tes employés de stater autrement, tu vas paraître mieux, mais en réalité, il n'y a pas plus de services que ça. Bien, là, la question ici, c'est en quoi trèflecoter les chiffres, ça peut aider? La réponse, c'est ça ne peut pas aider. Parce que, tu sais, commencer à tricher sur les chiffres, c'est rare que ça l'aide au final le monde, pour vrai, tu sais. Mais là, effectivement, vous allez être pris dans plein de conflits de loyauté. Hein, parce qu'effectivement, vous allez avoir des gestionnaires qui vont venir vous dire, aide-moi, là, on parle un peu entre nous, puis c'est pas aussi grossier que ça, là, mais aide-moi à trèflecoter les chiffres. Personne ne va vous approcher comme ça, j'imagine, les gens vont être plus subtils. Mais bref, admettons, si on manque de subtilité ce soir, s'il te plaît, veux-tu m'aider à trèflecoter les chiffres? Parce que tu sais que ça va faire rentrer plus d'argent dans l'établissement pour qu'on soit peut-être capable de continuer à financer le programme de prévention qui, lui, est absolument délaissé par le système. Et là, vous allez être réellement pris dans des conflits de loyauté.
des conflits éthiques, là, des bons vieux conflits éthiques, à savoir qu'est-ce que je fais moi comme employé. Je comprends mon gestionnaire, dans le système qui est le sien, ça fait bien du sens ce qu'il me dit. Tout ça, ça reste un peu de la chenoute malgré tout. En tout cas, vous allez être pris là-dedans, vous allez être individuellement obligé de faire plein de petites décisions, à savoir est-ce que je participe à ça, est-ce que je ne participe pas, de quelle manière, comment. Et là, ben, bonne chance pour la suite. Prochaine diapo. Très rapidement, le privé en santé, il y a une chose, hein, comme on disait d'abord au début, il existait une opinion au Québec comme quoi le privé, c'était pas bon. Hein. Même Lucien Bouchard en parlait il y a une trentaine d'années. Souvent, ce qu'on dit, c'est que la prise en charge de la santé par le public au Québec, c'est très récent. Hein. Ça date en fait de 1972. Puis les années 60, la création du réseau, puis 72, la carte soleil. Dans les années 70, 80, 90, c'était pas compliqué de faire comprendre au monde c'était quoi la médecine privée. Tout le monde l'avait réellement vécu dans leur vie. T'sais, tout le monde avait dans sa famille l'exemple de je suis allé dans le poulailler prendre une poule, la donner au médecin pour qu'il prenne soin du petit qui a une pneumonie. Puis ça, c'était all over the board. Tout le monde au Québec avait des histoires de même. C'était pas toujours une poule, des fois c'était un cochon, des fois c'était une tarte, mais tout le monde avait une histoire qui ressemblait à ça. Évidemment, plus que le temps passe, la mémoire étant ce qu'elle est, cette mémoire collective-là, c'est quoi réellement et concrètement la place du privé en santé, elle s'est érodée. Elle s'est érodée dans une période où le financement du réseau public, lui, n'était pas toujours au rendez-vous, en partie à cause de l'austérité budgétaire et la folie qui est la nôtre de ne pas vouloir augmenter les impôts puis toujours avoir le déficit zéro. Et donc, ce qu'on arrive comme constat, c'est qu'il y a quelque chose comme une pédagogie qui s'est perdue. Hein? Expliquer aux gens pourquoi le privé, c'est pas bon. Parce que moi, je me rappelle, j'ai 40 ans, et souvent, nous-mêmes, quand on en parle, on fait juste dire « oh, on doit pas faire, le gouvernement ne devrait pas faire telle chose parce que ça fait plus de place au privé en santé. » Mais on ne dit jamais pourquoi c'est pas bon. On fait juste penser que les gens vont être d'accord avec nous. Ah, c'est vrai, le privé, c'est pas bon. Mais ça, cette époque-là est assez révolue, merci. Il y a une pédagogie à faire, toujours rappeler aux gens, mais c'est quoi le maudit problème avec le privé en santé? C'est pas juste un problème de principe abstrait d'idéologue, admettons. C'est qu'à la fin, c'est vraiment dangereux pour les gens réellement. Rappeler qu'un système de santé privé, c'est par définition un système de santé à deux vitesses, dans lequel les gens qui ont de l'argent n'ont pas de problème, ou les gens qui ont une compagnie d'assurance, mais c'est pas tout le monde au Québec qui a et de l'argent et ou une compagnie d'assurance. Pour votre mémoire, une personne sur 10 au Québec n'a pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins de base. C'est-à-dire, genre, manger, se loger, puis se vêtir. Il y a une personne sur 10, là, ici, on est 75 peut-être, là. Fait qu'il y a 7,5 personnes ce soir, ici présentement, qui est en déficit alimentaire, qui n'a pas assez d'argent pour se nourrir convenablement. Cette personne-là n'aura pas assez d'argent pour se payer des soins, par définition. Quand tu n'es pas capable de manger comme il faut, tu n'es pas capable de te faire opérer pour quoi que ce soit. Une personne, ça, c'est une personne sur 10. Une personne sur 5 au Québec vit en situation de pauvreté. Donc, pas nécessairement une situation de détresse là, fondamentale sur ses besoins de base, mais quand même en situation de pauvreté. Le réseau de santé publique, le réseau de santé privée, un réseau de santé privée n'est pas et ne sera jamais une réponse pour ces personnes-là. Donc, rappeler fondamentalement, et c'est pas marginal, ce n'est pas 3-4 personnes là, qui n'ont pas accès au service, c'est massif, c'est quelque chose entre 10 et 20 de la population. J'imagine ici les gens qui sont salariés du réseau, à peu près tout le monde se situe à quelque part dans la classe moyenne. Je reprends l'exemple de ma mère, syndicaliste à la retraite. Elle ne roule pas sur l'or, est à la retraite, mais était capable de sortir les 100$ qu'elle avait besoin pour se faire opérer sa cataracte. Là. Ça lui a juste coûté genre 2-3 pièces de théâtre en moins. Là. Ça va, là. Mais il y a beaucoup de gens au Québec qui ne sont pas dans cette situation-là et qui n'ont pas ce lousse-là et qui ne l'auront vraisemblablement pas. Deuxième raison, rappelez aussi une chose fondamentale, hein, on nous dit toujours on doit développer l'offre de services privés pour aider, soutenir l'offre de services publics. Par exemple, j'ai une liste d'attente de 100 noms. S'il s'ouvre une clinique privée à côté de chez nous qui prend un peu de mes patients, c'est cool, ça va faire baisser ma liste d'attente. Bonne nouvelle pour tout le monde, c'est win-win. Ce serait vrai si les gens qui opéraient dans les cliniques privées étaient comme des robots ou des martiens ou des gens qui ne venaient pas du même bassin de main-d'œuvre qui vient concurrencer les réseaux publics.
ou carrément pas le même médecin qui a diagnostiqué d'un bord pour renvoyer les gens sur sa clinique privée à lui de l'autre bord. Ça, c'est une autre chose. Oui, bien c'est ça, exact. Ah, non, c'est pas une joke. Non, c'est pas une joke. Oui, oui, c'est ça. Juste pour que le monde sache que c'était pas une joke que tu faisais. Non, exact. L'autoréférence. Non, c'est une excellente stratégie d'affaires. Se faire payer par le public pour faire son démarchage de clientèle, puis les envoyer sur sa clinique privée après l'autre bord, je suis un peu jaloux, là, pour être honnête. Bref, la concurrence, les entreprises ne peuvent pas faire apparaître des travailleuses. Fait qu'à la fin, toute offre de service privé se fait par définition sur le dos de la capacité du secteur public d'avoir du staff pour faire le service de qualité, par définition. Ça fait aussi une désorganisation parce qu'effectivement, cette concurrence-là pour la main-d'œuvre, essentiellement, là, les ressources humaines, bien, elle se fait aussi dans un contexte où les gens qui passent au privé, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas la personne qui a le besoin le plus urgent, c'est la personne qui a les moyens, ce n'est pas la même chose. Mais aussi, c'est les maladies prises en charge par le privé ne sont pas les mêmes. Je reprends l'exemple de la cataracte. Je ne dis pas ça pour taper le clou là-dessus, mais la cataracte a été ciblée dans le cadre d'une poursuite judiciaire pour casser la loi canadienne de sa santé qui empêchait la prestation privée de services, en tout cas qui restreignait la prestation privée de services, bref. Pourquoi la cataracte a été, ce qu'on appelle aujourd'hui l'arrêt Shaoli, une décision de la Cour suprême qui ouvre au secteur privé certaines chirurgies spécifiques, dont la cataracte. Je ne suis pas du tout un expert de la cataracte, je ne connais rien en regard et en yeux, mais ce que je sais, ce qu'on m'a expliqué d'un point de vue économique, c'est une maladie rentable. Parce que c'est une maladie, tu peux prendre, tu as une chaîne de montage qu'on appelle une salle d'opération, et tu peux passer à pelleter du monde pendant ta journée, puis soigner la cataracte là-dedans. C'est une opération facilement duplicable, répétitive, rentable. Et c'est pour ça qu'elle a été ciblée. Donc, après ça, quand tu ouvres des cliniques de santé qui font de la chirurgie de la cataracte, c'est bien le fun, mais pendant ces gens-là, le problème de santé qui est la cataracte n'est peut-être pas le problème de santé prioritaire. Je reprends l'exemple de ma mère que je parlais tantôt. Malgré tout l'amour que j'ai pour elle, au moment où elle a reçu son opération, est-ce que c'était l'utilisation la plus prioritaire des ressources de santé au Québec cette journée-là, ce 11 février 2023? La vérité, c'est qu'on ne le sait pas. C'était solvable. Elle avait l'argent pour payer pour aller chercher son service. Est-ce que c'était le problème? Est-ce qu'il fallait investir, même dans l'univers des maladies des yeux, puis du regard, puis toutes ces choses que je ne connais pas, on peut facilement penser qu'il y avait les professionnels qui l'ont opéré auraient été mieux utilisés à faire autre chose. Carrément autre chose que ça. Mais évidemment, le service public peut réfléchir dans ces termes-là de priorisation en fonction des besoins sociaux. Le service privé ne réfléchit pas dans ces termes-là. Il réfléchit dans les termes, bien, j'ai un client qui se présente devant moi, puis je donne son produit, je donne son service. Et donc, le privé, en fait, ça vient structurer, ça vient normaliser le fait que l'accès inégalitaire aux soins, c'est la norme. Ça devient une nouvelle norme. Puis justement, si pendant quelques années au Québec, on a pu essayer de construire quelque chose comme l'égalité de tous face à la maladie, là, on est dans un processus inverse. Et quand on voit justement, est-ce que ça fonctionne? Ici, ce qui est intéressant, c'est voir, c'est les dépenses par habitant. Dépenses moyennes en santé et services sociaux par habitant, comparatif. Là, les deux lignes intéressantes, c'est le Québec et l'Alberta. Puis on voit très bien, si l'Alberta, c'est la province canadienne sur laquelle s'inspire le gouvernement actuel pour ouvrir au privé, les services de santé coûtent plus cher en Alberta qu'au Québec. Et la principale raison, c'est précisément à cause de l'effet déstructurant des entreprises privées dans l'écosystème de santé albertain. Donc, le principal argument, souvent, c'est un argument d'efficacité et d'efficacité économique. Là, ça va coûter moins cher. Ultimement, ça coûte sûrement moins cher. Ça coûte moins cher les soins de santé albertains à l'État albertain. Mais ce que l'État albertain ne paye pas, les Albertains le payent pareil. Ils font juste le payer différemment. Et s'il y avait une autre ligne qui serait les États-Unis, bien là, ce serait environ, là, j'ai regardé ça ce matin, c'est à peu près 16 000 $ de dépenses annuelles par habitant en santé. Tout ça pour, dans tout le monde occidental, le réseau de santé le moins efficace, avec la moins bonne qualité de service pour le moins de monde.
mais ça coûte 2 fois plus cher. Les Américains payent 2 fois plus cher que nous pour moins de services de moins bonne qualité. Et c'est là l'exemple effectivement paradigmatique de c'est quoi un système de santé privé. Eux autres, ils n'ont jamais connu ça, là, de la santé publique. C'est à peine. Il y a des hôpitaux publics aux États-Unis, mais c'est rien en comparaison de ce que nous, on a pu connaître dans notre histoire. Donc, même au niveau de l'efficacité, ça fonctionne. Hein? Moi, mettons, je suis ministre des Finances, je peux tout à fait être heureux d'externaliser mes dépenses. J'ai plus, moi, à gérer dans mon compte à moi les dépenses de santé parce que c'est tous des gens individualisés qui le prennent en charge maintenant. Mais à la fin, socialement, c'est pas vrai que ça coûte moins cher. On fait juste transférer le fardeau et on transfère le fardeau en créant des déficits. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne rentrent jamais dans la colonne albertaine, par exemple, parce qu'ils ne se rendent jamais jusqu'à la clinique, parce qu'ils savent d'entrée de jeu qu'ils n'ont juste pas l'argent pour y aller de toute façon. Et, comme on disait tantôt, il y a une pédagogie à refaire, c'est que les gens, finalement, tu sais, puisque, à cause des carences du public, il y a une espèce d'adhésion de facto ou par défaut au privé, parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a rien d'autre que ça. Mais quand on dit aux gens concrètement, justement, si on posait la question tantôt, hein, on disait 47 % des gens voient favorablement l'apport du privé en santé, mais en même temps, 64 % des gens considèrent que ça crée un réseau pour les riches et pour les pauvres. Donc, un réseau inégalitaire. C'est pas, ils disent pas comme... C'est pas une adhésion de principe, c'est idéologiquement parlant, je suis pour le privé en santé. C'est que je suis juste pour par défaut parce que je n'ai pas d'autre choix. Même chose quand on leur dit, est-ce que le système de santé publique va améliorer les services? Bien, à 58 % ils disent, bien non, parce que le privé ne pourra pas inventer des travailleuses. Ce qui va développer d'un bord, on va le déconstruire de l'autre côté. Quand on est capable, c'est compliqué, mais quand on est capable de se rendre jusqu'à ce niveau d'explication-là avec les gens, il y a encore dans la population du monde qui nous suit et qui nous écoute. 55 % de la population pense encore à ce jour que justement le recours au privé, c'est augmenter les coûts en soins de santé parce que les gens comprennent bien que les entreprises privées se prennent des marges de profit puis qu'il y a de l'argent qui ne s'en va pas en soins ou en services, mais qui s'en va en dividendes. Ce n'est pas exactement la même chose. Et finalement, justement, et ça c'est important, hein, vous savez, la grande habileté de la réforme actuellement, c'est développer le système privé en continuant d'utiliser la carte soleil pour le paiement. Donc, la principale critique, on peut dire, ça crée des systèmes à 2 vitesses, les gens n'auront pas accès. Le ministre a beau jeu de dire, attendez, tout le monde va y avoir accès encore, c'est la carte soleil qui va servir à payer pour tout le monde. Bien, il y a de l'espace même là pour dire aux gens, mais vous savez, est-ce que c'est normal que la carte soleil finance des profits privés? Là, on est capable d'aller chercher une adhésion auprès de la population sur le fait, en fait, reconstruire l'espèce d'opinion majoritaire de 30-40 ans où tout le monde savait un peu d'instinct que le privé, c'était pas bon. Là, il faut qu'on se retrousse les manches, qu'on soit capable de se donner des arguments pour reconvaincre les gens de ça, dans ce sens-là. Et puis, dernier élément qu'il faut quand même se rappeler, et ça, c'est, le privé, c'est un système à 2 vitesses. On est capable d'expliquer aux gens en quoi le privé, c'est pas bon, quand on a l'espace et le temps pour leur dire, puis les gens sont capables de nous écouter. Mais on est aussi capable de montrer aux gens, réellement, là, matériellement parlant, en termes là, très, très concrets, c'est quoi une entreprise privée de santé versus, par exemple, un CLSC ou une clinique communautaire à Pointe-Saint-Charles. Ce que vous voyez là, c'est la structure de propriété d'une chaîne de GMF, qui est la chaîne Force Médic. Moi, en tant que garçon un peu naïf par moment, je me dis, un GMF va avoir une structure organisée vers les soins, vers les blablabla. La vraie réalité, sa structure fondamentale, c'est la structure que vous voyez ici. La chaîne GMF, en fait, est propriété de Ricardo et Sarah. Sarah Parmiani, et là, c'est des vrais individus, ce n'est pas des noms qu'on a inventés. Sarah est une médecin. Vous savez, dans le GMF, un médecin doit faire partie de la structure de propriété pour que le GMF existe. Quand on disait tantôt, est-ce que les médecins sont des agents de privatisation sur la prise en charge de la première ligne par la GMF des entreprises privées, ce sont des cliniques privées, ils sont indispensables à la privatisation, en fait. Sarah s'est mis amie avec Ricardo, qui est peut-être son voisin, son chum, je ne sais pas trop, un ami quelconque. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chacun créé une société d'investissement, une société de portefeuille, qui
à qui ils ont donné le mandat d'aller chercher, de créer, en fait, se partager des parts, des titres de propriété, des parts de propriété de différentes cliniques que vous voyez ici, soit des cliniques GMF classiques, des cliniques de physiothérapie. Cliniques qui, elles, par en dessous, ensuite, se rééchangent des titres de propriété et complexifient la structure. Ce que vous voyez là, c'est une structure de propriété, en fait, assez classique, justement, comme tantôt, hein, les Top Guns qui viennent des multinationales qui vont gérer Agence Santé Québec, ces gars-là, parce que c'est quand même essentiellement des gars, c'est dans ces structures-là qu'ils sont habitués de travailler. C'est-à-dire des structures de sociétés financiarisées capitalistes. Du capitalisme financiarisé classique, là, qui procède par filiale, qui procède par STRAC, qui rend, en fait, la reddition de compte à peu près impossible d'un point de vue légal, là, de prise de responsabilité. Il est à peu près impossible de remonter en termes de reddition de compte jusqu'à Ricardo et jusqu'à Sarah, parce que la responsabilité légale va reposer non pas dans leur personne, mais dans les personnes morales que sont leurs sociétés d'investissement. Et ça, c'est quand même une grande différence dans la vie. Tenir responsable une société de portefeuille ou tenir responsable un être humain, on n'est pas dans le même niveau d'imputabilité et de reddition de compte. Et donc, et aussi une société morale, comme une société de portefeuille, ça se dissout, ça se repart sur un autre nom à côté. Un être humain, c'est plus compliqué de faire ça avec un être humain. Ça se fait aussi, là, dissoudre un être humain, vous me direz, mais c'est plus compliqué, c'est plus salissant. Donc, ça, c'est la première chose. Vraiment, on a une structure de propriété qui est assez complexe et qui tend à, justement, couper en termes de reddition de compte, mais aussi, et là, si on prend plutôt l'exemple de la structure de chaîne de la GMF Sylvie Saint-Louis, qui est dans le coin de Québec, si ma mémoire est bonne, c'est la même chose. Hein? Vous voyez, les petits ronds gris, c'est des médecins propriétaires qui sont participants dans la structure de propriété de la patente. Les petits ronds blancs, c'est des individus, des investisseurs là, qui auraient pu décider d'investir dans un mini-pot, mais eux ont décidé d'investir dans un GMF à la place. Mais, et là, vous voyez déjà la complexité de l'ensemble, mais il y a aussi, en haut à droite, TELUS Corporation, qui fait son entrée dans la structure de propriété de la première ligne québécoise. Et là, pour revenir à une question souvent qu'on se pose, on le dit, mais pourquoi le gouvernement fait ça? Pourquoi le gouvernement ouvre la porte au privé à ce point-là? Et encore là, il ne s'agit pas de prêter des intentions. Moi, je ne suis pas dans la tête de Christian Dubé, je ne sais pas c'est quoi ses intentions, le matin à quoi il pense, puis le soir en se couchant. Mais il y a assurément, et ça on peut quand même le dire de manière assez objective, des groupes d'intérêt avec des grandes capacités d'influence qui poussent pour que le privé augmente sa place dans le système de santé. Et la preuve, lorsque ça survient, ils viennent prendre des parts de propriété à l'intérieur même du réseau. En fait, c'est ce qui est notre première ligne présentement, là, que les gens payent avec leur carte soleil et tout, bien, il y a une partie de ça qui s'en va à TELUS Corporation, qui, en fait, et là, c'est quand même intéressant parce qu'on pourrait penser, TELUS, c'est toujours bien une compagnie de cellulaire, qu'est-ce qu'ils foutent dans les... Bon, essentiellement, c'est qu'ils développent des produits de télémédecine, puis ils les implantent, puis ils les vendent. Et avoir sa place dans la structure de propriété d'une chaîne de GMF, c'est aussi organiser le débouché d'affaires pour sa propre entreprise. Et là, on revient à la contradiction fondamentale. Pourquoi on développe un service plutôt qu'un autre? Pourquoi on développe une technique plutôt qu'une autre? On peut avoir des débats. Par exemple, la télémédecine, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Je ne le sais pas. On peut en parler, on peut en débattre. TELUS, eux, ont décidé que c'était bon. Mais ils n'ont pas décidé que c'était bon d'un point de vue de santé publique. Ils ont décidé que c'était bon parce que c'est leur activité économique. C'est un marché qu'ils peuvent développer. Donc, ça aussi, hein, quand on fait la pédagogie de c'est quoi la place du privé en santé, c'est que là, on fait rentrer des joueurs de cette nature-là. Là, c'est plus juste là, des médecins investisseurs que, bon, on peut les trouver fatigants, mais tu sais, c'est pas... là, TELUS, on est dans l'univers de la multinationale puis du grand capitalisme mondialisé. On est... l'État québécois, tout d'un coup, devient tout petit en comparaison et à côté de ça. Et c'est à ce genre d'intérêt-là qu'on est en train de vendre notre réseau de la santé. Sauf si vous êtes tous dans les rues le 23.